Je vous propose donc le regard d'un conseiller à l'éthique. J'entends, je vois, je discute, j'observe, je peux faciliter des processus, mais quelque part, tous ces processus ne sont pas vraiment les miens, dans le sens où ce ne sont pas mes champs d'intervention. Mais voici donc le fruit de mes observations dans ce contexte-ci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'hôpital, juste, je vais faire un petit contexte local. On va voir en quoi il y a une démarche d'éthique possible et au-delà des évidences donc, de cet outil. Donc, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est gros. C'est peut-être sur un petit territoire, contrairement à certains de vos CSS, mais c'est gros. Beaucoup de circulation de personnes, dont 8% ont 75 ans et plus, qui seront hospitalisés dans l'établissement. Donc, une clientèle âgée vulnérable qui vient souvent d'ailleurs que sur le territoire local de l'Est de la ville, parce que nos axes de recherche font venir des personnes qui viennent d'ailleurs au Québec, donc ailleurs, souvent dans la province. Un constat général, donc, le premier, et pas le moindre, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il n'y a pas encore d'outils. Dans la recherche de Jocelyne, on voyait qu'il y en avait dans les années dernières, donc il n'y en a pas encore à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je remercie une étudiante qui a fait une recherche qui a présenté récemment à l'ACFAS pour le faire remarquer. Donc, il y a très peu d'établissements maintenant au Québec qui n'en ont pas, mais voilà, c'est une réalité locale. Seule une unité de gériatrie donc, a une grille à 3 niveaux. Il y avait une unité de soins prolongés qui a été fermée récemment, qui utilisait la même grille. Les partenaires disaient souvent, c'est par les résidents que des informations transitent à des pairs. Donc, à l'hôpital, quand je suis arrivée, c'est par le directeur des services professionnels de l'époque, Dr Sidorovitch, que certains d'entre vous connaissent certainement, que des médecins résidents et des médecins venaient partager leur réflexion sur les difficultés des soins en fin de vie. Et certains gestionnaires donc, qui partageaient des informations via des consultations, qui connaissaient l'outil de travail, mais qui n'en avaient pas localement. Comme le disait Dr Soui, en fin de bout de piste, la question de la détermination du niveau d'intervention, c'est une décision médicale. Donc, j'ai entendu beaucoup de médecins de tout âge et des médecins en fin de carrière ou de beaucoup d'expérience clinique ou de jeunes médecins qui commencent faire l'expérience de malaise quant à la qualité de l'offre de soins de vie. Et je ne vais pas revenir sur les exemples. Des situations comme celle-là se passent encore fréquemment, où des médecins sont aux prises avec des décisions difficiles à prendre et dans un contexte qui a besoin d'être encadré. Les réalités cliniques sont changeantes de plus en plus. La pénurie de personnel aussi touche la question de la qualité des soins en fin de vie. Plusieurs médecins partagent leur inquiétude à l'égard des poursuites. On sait que les familles sont beaucoup plus actives, présentes, partenaires du soin et des décisions, et souvent se placent, trouvent une posture avec l'équipe en termes de défense et inquiètent souvent les médecins à l'égard de poursuites. Les enjeux éthiques sont variés. Jocelyne en a fait une démonstration. Il y a aussi toutes sortes de dimensions interculturelles dans le soin qui sont de plus en plus, surtout en milieu urbain comme à Montréal, qui sont présentes. À Maisonneuve-Rosemont, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a une grande diversité culturelle à la fois chez les soignants et dans les patients. C'était un
un coin de la ville qui n'était pas encore très multiethnique, et il y a eu des changements là comme ailleurs à Montréal, donc qui ont amené toutes sortes de nouvelles questions. Tout ça pour dire que au fil des ans, donc sur les 5 premières années de ma pratique en éthique clinique, à peu près 40% des consultations annuelles étaient sur cette question donc, de la discussion et de la décision. Donc, bon an, mal an, on pouvait, ici je vous résume un peu le genre de consultation qu'on avait au comité d'éthique, donc soit des discussions d'arrêt de traitement qui étaient difficiles, soit des décisions de refus de traitement de patients qui qui génèrent des réactions du personnel difficiles pour lesquelles il a fallu qu'on intervienne pour soutenir l'équipe. Soit parce que la question de la détermination du niveau d'intervention médicale s'insérait mal dans un continuum de soins. Donc, ça répète un peu ce que vous avez entendu, mais ça le place dans une perspective différente. Donc, la compréhension aussi des proches de la question de l'inaptitude et de l'évolution de la maladie ou de la capacité à décider pour soi-même, le partage de la responsabilité et le rôle des proches dans cette décision. Donc, on se rendait compte au comité d'éthique qu'il y avait un besoin très grand de soutien à cet égard. Les proches qui n'acceptent pas donc l'évolution de la maladie. Il y a un écart qui se crée entre ce que les enfants, les partenaires de soins comprennent de la maladie et ce qui est possible de faire et peut-être raisonnable de faire. Des demandes de fin de vie et des demandes particulièrement disproportionnées selon les soignants et les relations que ça oblige des intervenants à l'égard des proches. Des soins disproportionnés, les réactions de la famille, des questions aussi relatives à l'alimentation, l'hydratation artificielle et la question de la fin de vie. Donc, s'abstenir de commencer un traitement ou le proposer à qui et comment. Bien que la question de la contention est une question bien encadrée, encore des questions à la fin de la vie sur l'obligation de maintenir des contentions à des personnes pour maintenir soit une hydratation ou empêcher que la personne... donc, encore des questions comme celle-là qui sont difficiles pour les soignants et qui font une polarisation entre les soignants et les familles. De multiples types de consultations qui sont amenés au comité d'éthique pour démontrer du spectre un peu. Une autre expérience que nous avons fait, c'est celle d'être invité par une équipe qui s'est appropriée un peu toutes ces questions-là. C'est celle du service régional en soins à domicile pour malades chroniques. C'est un service qui est offert donc à cette clientèle, des infirmières, des inhalothérapeutes, travailleurs sociaux, donc vraiment une question de multidisciplinaire, de soins à des personnes qui ont une maladie grave et incurable. À peu près 4000 malades sur l'île de Montréal, dont 1500 sont en suivi actif. 120 patients sont suivis en télésurveillance. Donc, ici, ces malades, ces soignants ont eu accès à une formation obligatoire et spécifique sur la question de l'ouverture au dialogue avec le malade et ses proches. Alors, un peu en continuité avec ce que vous avez entendu, cette équipe a décidé de former 3 groupes, donc les 70 membres du personnel en question ont été de façon construite en 3 groupes pour 3 jours et ont reçu une formation exhaustive sur la question de l'ouverture à la discussion. Donc, vous voyez ici un peu en revue le contenu de cette formation. Donc, on revoyait
La question de l'évolution de la maladie, il faut comprendre que quand un malade pulmonaire chronique arrive ou est suivi au CRSAD, il est essentiellement en soins palliatifs, sauf que l'approche palliative n'était pas encore intégrée complètement par tous. Donc, la question de l'évolution de la maladie, toute cette question du passage et de la continuité de l'approche curative et palliative, le soulagement de la douleur et les symptômes. On a formé tout le monde sur la question de l'approche systémique et familiale, parce que soigner à domicile et accompagner des malades, ça veut dire comprendre ces concepts et comment on peut utiliser les membres de la famille comme partenaires de soins. L'accessibilité aux services, la phase agonique et l'accompagnement dans la fin de la vie a été expliqué à tout le monde dans le détail. On a revu la limite du soin à domicile, la qualité de vie, le bien mourir, les directives anticipées, donc des éléments de droit et les difficultés éthiques. On est revenu sur l'obligation donc de créer ce climat d'alliance thérapeutique, de soutien, d'espoir. Tout cela semble, encore une fois, sans avoir une grille comme telle qui est implantée, mais on a présenté une ébauche de grille qu'on est à développer, on s'est inspiré de ce qui se fait donc dans les milieux de soins. Cette initiative d'appropriation d'une démarche de discussion avec les malades, 40 malades ont déjà été soignés avec cette nouvelle approche. 40 malades, donc, dont 25 sont décédés, mais qui ont pu avoir donc un encadrement dans leurs soins, qui ont permis qu'ils sont morts dans les conditions optimales. 7 sont morts à domicile, ce qui était très difficile malgré le fait que beaucoup de malades souhaitent décéder à domicile, et c'est ce qui est encouragé aussi. Mais ce n'est pas toujours possible. Les proches, souvent, à la fin de la vie, ne se sentent pas capables d'accompagner leur malade. Et donc, on est à... 7 malades sont morts à domicile, 9 sont morts à l'unité de soins palliatifs. Il faut voir que notre unité de soins palliatifs est assez petite, compte tenu de l'ampleur de l'hôpital, et que cette unité est presque exclusivement réservée à des malades en fin de vie d'un cancer, et que les malades chroniques pulmonaires n'avaient pas accès nécessairement aux soins palliatifs. Alors, ça, c'est vraiment aussi un avantage d'avoir pu favoriser l'accueil de ces malades en soins palliatifs. Et 9 patients ont dû être hospitalisés parce que la famille ne pouvait pas accompagner le malade à domicile, mais ils ne sont pas passés donc par notre bien célèbre urgence. Donc, au-delà des évidences de cette question de la grille, grille, pas grille, est-ce que c'est bon? Est-ce que je pense qu'il y a une obligation, pour ne pas dire morale, à la question de l'ouverture à la discussion sur de nombreuses questions. Je pense que les personnes qui ont parlé avant moi, Dr. Sohi l'a mentionné, c'est un prétexte à la discussion, à l'ouverture par de petits moments sur les questions donc difficiles qui vont venir. Rendre capable, cette idée de rendre capable des personnes de réfléchir, de discuter ensemble quand bon leur semble, pas toujours quand les soignants sont là. Donc, les rendre capables et rendre capables les intervenants aussi de préciser les volontés et les directives. C'est une façon aussi de personnaliser, de rendre très personnel, très individualisé toute la question des soins et de l'inscrire dans un continuum cohérent. Donc la grille, c'est un outil, comme tous les autres, vous l'avez entendu, c'est pas une fin, c'est ni bien, c'est ni mal, c'est un outil comme un autre. Ça permet donc, toute cette approche de discussion, permet une approche collaborative avec le malade. Il devient vraiment au cœur
pour utiliser une expression, le patient partenaire. Donc, je pense que cette démarche va dans ce sens-là. Et on se rend compte aussi que certains intervenants qui ont plus de difficultés à aborder les questions de fin de vie auront certainement besoin d'un accompagnement plus individualisé. Donc, la démarche éthique, elle est comme évidente avec cette façon de voir l'utilisation d'un niveau de soins. C'est que le fait de mettre la discussion et la réflexion au cœur du processus, ça répond vraiment à une éthique relationnelle parce que la décision, elle est faite, elle est empreinte de l'alliance thérapeutique entre les soignants et les proches. Elle répond aussi à une éthique principielle parce qu'elle soutient l'autonomie de la personne et son autodétermination. Ce sont ses choix, ses décisions, ses libertés, ses choix. Donc, elle répond à une éthique principielle et elle permet une bienveillance et une bienfaisance. Elle répond à la sagesse pratique parce qu'elle est animée du souhait de la vie bonne et elle est inspirée d'un jugement éthique en situation. Donc, en conclusion, je me permettrai une petite proposition que toutes ces grilles, en fait, qu'on partage et dont on a besoin, oui, certes, mais peut-être que ce serait intéressant qu'il y ait une forme d'harmonisation. En fait, c'est que les libellés soient, compte tenu du fait que les patients circulent d'un établissement à un autre, pour que les soignants puissent s'y retrouver. Je lance la question qu'on pourra débattre éventuellement, mais la question de l'harmonisation serait peut-être utile. Que les outils de formation soient rendus disponibles. Alors, je pense que vous l'avez entendu, nos partenaires l'ont déjà fait, mais pour ne pas recommencer à recréer des outils de formation et qu'il y ait, encore une fois, une qualité dans les formations. Puis, je réitère mon intérêt avec la CLEC à poursuivre cette question de réseautage. Je remercie donc Diane No, qui est la chef du service régional en soins à domicile, de m'avoir invité à participer à cette formation et d'avoir eu accès à ce processus de développement du personnel de son service. C'est la Dr Marie-Claude Raymond, qui est médecin conseil pour le SRSAD, mais qui est aussi la vice-présidente du comité d'éthique clinique, qui est ici aujourd'hui avec moi. Merci beaucoup.